On va peut-être démarrer, parce que le nombre de participants a l'air de s'être stabilisé. Hakim, OK? Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Marion Leboyer, je suis directeur de la Fondation Fondamentale et le responsable des projets de cohorte dont on va vous parler aujourd'hui. Je vais afficher ma première diapositive pour vous présenter un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer d'abord, bien sûr, par vous remercier de vous être connectés à ce Psycho BP Live. On est bien sûr très triste de ne pas pouvoir le faire en présentiel comme on l'avait fait avec vous en 2019. On espère que les conditions sanitaires nous permettront que la prochaine fois, on le fera en présentiel, mais on est néanmoins très heureux et très content de vous recevoir virtuellement comme cela aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'éléments qui permettent de vous expliquer pourquoi c'est tellement important de participer à ces études de cohorte. Et ça nous semble bien sûr la moindre des choses que de pouvoir très régulièrement partager ces informations avec vous. Alors donc, on va rester ensemble pendant 1 heure. Cette conférence est enregistrée, donc vous pouvez dire à vos proches ou à vos amis de la regarder s'ils ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui. Elle sera bien sûr visible sur le site de la Fondation Fondamentale. Et on a 1 heure ensemble pour que je vous fasse d'abord le point d'un rappel sûrement de ce que sont les centres experts et de ce qu'ils ont permis de faire en France. Ensuite, de vous faire spécifiquement un état d'avancement des lieux de cette cohorte et de là aussi à quoi ça sert et pourquoi c'est tellement important de faire des cohortes. Ensuite, je passerai la parole à Ophélia Godin, que vous connaissez sûrement, qui est chercheur INSERM en épidémiologie et qui va vous expliquer l'importance de l'hygiène de vie et pourquoi est-ce que ça permet de mieux prendre en charge les comorbidités du trouble bipolaire. Et puis ensuite, on donnera la parole à Stéphane Jamin, qui est aussi chercheur à l'INSERM et qui va vous parler d'un nouveau programme que nous voudrions lancer sur l'identification des variations génétiques dans le trouble bipolaire. Et ensuite, on aura un temps d'échange d'à peu près un quart d'heure, si on est, nous, suffisamment respectueux du temps que nous avons. Et je vous propose donc de préparer, de pouvoir écrire au fur et à mesure les questions que vous auriez à nous poser sur la fenêtre qui est sur votre écran, qui s'appelle Discussion. Et ensuite, je lirai ces questions et je les partagerai avec les personnes qui sont concernées. Et je vous demande juste de ne pas poser de questions personnelles sur ce chat, mais bien sûr, on est nous à votre disposition en dehors de cette émission pour y répondre ou pour répondre à vos questions personnelles. Alors, pourquoi les centres experts? Donc, en 10 minutes, très rapidement, je vais vous expliquer le modèle des centres experts, en quoi c'est un modèle unique de soins et de recherche. Je vous rappelle, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, que la Fondation Fondamentale qui coordonne ces centres experts, c'est aujourd'hui des actions destinées à 4 pathologies prioritaires, que sont les schizophrénies, les troubles bipolaires, les dépressions résistantes, les conduites suicidaires et les troubles du spectre de l'autisme. C'est plus de 100 équipes académiques et hospitalières et de recherche qui ont rejoint la Fondation Fondamentale, qui travaillent en lien avec des plateformes technologiques, par exemple en imagerie cérébrale, en génétique, en métagénomique, en métabolomique. C'est aussi un réseau puissant de start-up qui est là pour innover pour nos patients, 52 centres experts, et c'est ça dont je vais vous parler, qui ont permis la création de 4 cohortes qui sont très inédites par la quantité et la qualité des données qui sont recueillies grâce à votre participation. Et c'est plus de 21 000 patients qui ont été évalués, diagnostiqués, mieux pris en charge, mieux suivis et mieux soignés, et qui ont aussi contribué à la création des outils indispensables pour les chercheurs que sont les bases de données et les biobanques et qui, bien sûr, permettent d'obtenir un certain nombre de résultats innovants pour la prise en charge qu'on va vous décrire pour certains d'entre eux. Alors, pourquoi est-ce que la Fondation Fondamentale a créé en 2007 maintenant ces centres experts? Bien, essentiellement pour 2 raisons que j'ai décrites sur cette diapositive. La première, c'est que une de nos étudiantes qui avait fait sa thèse de médecine sur le retard du diagnostic s'était aperçu qu'il s'écoulait à peu près en moyenne 10 ans entre un premier épisode dépressif ou maniaque et la prescription d'un traitement thymorégulateur dans le trouble bipolaire en France. C'était en 2013 et ça nous a semblé extrêmement choquant, on va dire, qu'il y a un retard au diagnostic tellement important. Et puis l'autre point, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de moment où on pouvait prendre suffisamment de temps avec nos patients pour faire une photographie complète de leur pathologie, aussi bien les pathologies psychiatriques
que les pathologies somatiques, de manière à pouvoir faire des recommandations thérapeutiques personnalisées, après bien sûr avoir pris le temps d'expliquer cette photographie détaillée qu'on peut faire donc, sur les centres experts de leur pathologie. Donc, qu'est-ce que c'est que ces centres experts? L'objectif des centres experts, c'est d'être une infrastructure de soins et de recherche qui permet de répondre plus efficacement aux besoins des patients atteints de maladies mentales et qui leur donne accès aux innovations des soins et de la recherche. Ce modèle, le modèle que nous suivons et que nous espérons pouvoir déployer, c'est de développer une psychiatrie qui soit spécialisée par pathologie et qui soit personnalisée pour chaque patient. Et le modèle, vous le connaissez, les patients nous sont adressés par leur médecin traitant, par leur psychiatre. Ils passent en général une journée et demie sur un centre expert où on fait un bilan complet de leur pathologie psychiatrique, mais aussi de leur pathologie somatique, de leur niveau de difficultés cognitives et des difficultés sociales. Et on leur restitue les résultats de ce bilan sous forme d'une consultation spécifique où on peut leur donner un compte-rendu détaillé à eux, mais aussi aux proches de leur choix, et on envoie ce compte-rendu détaillé aux médecins qui nous ont indiqué. Puis une fois qu'ils ont participé, ou que vous avez participé à cette évaluation, on vous propose, sans aucune obligation, bien sûr, de participer à des recherches qui sont soit dans le domaine de la compréhension des mécanismes des maladies, soit dans l'identification des biomarqueurs, ou encore dans la réalisation d'études épidémiologiques ou médico-économiques, ou encore, dans certains cas, à la participation d'essais cliniques. Aujourd'hui, voilà la carte des centres experts bipolaires de la Fondation fondamentale sur l'ensemble du territoire. Il y a aujourd'hui 12 centres experts dédiés aux troubles bipolaires, 4 en cours d'installation à Brest, à Lyon, à Limoges et à Toulouse. Et la quasiment totalité de ces centres sont maintenant financés par le ministère de la Santé et la Fondation fondamentale en assure la coordination. Comment est-ce qu'on peut décrire ce bilan clinique qui est fait sur les centres experts? Eh bien, il consiste à faire une évaluation exhaustive avec des évaluations cliniques partagées par les 4 réseaux qui permettent de recueillir de très nombreuses variables cliniques et donc de faire cette photographie dont je vous parlais à l'instant. Et on évalue bien sûr l'humeur et les symptômes résiduels, on évalue les pathologies somatiques, on fait un bilan biologique, on évalue le fonctionnement et la sévérité de la maladie, on évalue les fonctions cognitives, le sommeil, on évalue aussi les comorbidités psychiatriques, l'existence ou pas de traumatisme, on fait une évaluation médico-sociale et on fait des préconisations, des recommandations sur le plan des stratégies thérapeutiques à mettre en œuvre. Voilà le parcours au sein des centres experts. Il y a une première consultation qui est une visite de dépistage, c'est la première consultation. Ensuite, il y a une visite de bilan qui se fait dans le cadre de journées hôpital de jour, en général 1 à 2 journées, et une évaluation qui comprend, encore une fois, une évaluation clinique, somatique et neuropsychologique. Ensuite, il y a un rendez-vous de restitution. Et puis, il y a une visite qui se refait 1 an après. Et tout ça s'inscrit bien sûr dans la prise en charge habituelle du patient et en lien avec les médecins, les psychologues ou les autres intervenants du soin. L'idée, c'est vraiment de construire un parcours de soins et vous verrez peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ce parcours de soins. Les réseaux des centres experts, c'est aussi l'occasion de mettre en place des projets de recherche qui peuvent être collaboratifs toujours, mais qui peuvent être publics et ou privés, nationaux et quelquefois internationaux, autour de différents domaines que sont la génétique, et vous en entendrez parler aujourd'hui, les essais thérapeutiques, les études médico-économiques, les études épidémiologiques, psychologiques, les études en imagerie cérébrale et en immunologie. Plusieurs résultats que je voulais partager aujourd'hui avec vous. D'abord, quelque chose dont on est très fier, c'est que les patients qui sont vus sur les centres experts voient une amélioration de leur pronostic. Vous voyez sur ces courbes qu'il y a une diminution au cours du suivi et dès 12 mois après la première visite, une diminution des symptômes résiduels, dépressifs et maniaques, une réduction et une amélioration des comorbidités psychiatriques, une amélioration très importante du fonctionnement global, et une amélioration donc de la prise en charge thérapeutique. On voit aussi que cette amélioration, elle est vraie quelle que soit la pathologie. Vous voyez là à gauche l'amélioration donc sur le plan du trouble bipolaire avec une diminution des scores aux échelles de dépression et de symptômes maniaques. Et puis on voit qu'il y a une amélioration importante de ce qu'on appelle l'adhésion au traitement, probablement parce qu'on explique et on partage avec les patients et leurs proches et leurs médecins, bien sûr, les raisons pour lesquelles on fait un certain nombre de recommandations thérapeutiques, médicamenteuses, mais pas co-médicamenteuses. Et vous voyez que c'est le même type de résultat, par exemple, d'amélioration pour la schizophrénie.
Les centres experts, c'est aussi une diminution très importante des réhospitalisations. Et vous voyez qu'un an après une première évaluation, et encore plus 2 ans après, il y a une diminution proche de 50% du nombre de jours d'hospitalisation. Et ça, c'est très important pour les décideurs de ce pays parce que le coût associé aux troubles bipolaires, il est très largement dû aux journées d'hospitalisation. Et on voit que non seulement il y a un pronostic qui s'améliore, non seulement il y a moins d'hospitalisation pour le patient, mais en plus pour la sécurité sociale, il y a un coût qui est tout à fait réduit et qui permet de justifier le financement des centres experts. Alors, les cohortes, on va vous en reparler, c'est extrêmement important de pouvoir suivre dans le cadre de ces cohortes au long cours les patients parce que ça permet d'identifier des stratégies thérapeutiques personnalisées. Donc, c'est très important que vous puissiez participer au suivi au long cours et au suivi de visite dans le cadre de ces centres experts et dans le cadre de ce cohorte parce que, par exemple, ici, voilà une étude qu'a réalisée Ophélia Godin et on identifie des facteurs qui sont associés au pronostic et en particulier au mauvais pronostic du trouble bipolaire. Et l'important, c'est que la majorité de ces facteurs sont modifiables. Donc, c'est extrêmement important de les connaître, et ça, c'est la recherche qui permet de le faire, de les évaluer et de proposer des stratégies thérapeutiques personnalisées. Et vous voyez que les facteurs de risque d'une mauvaise trajectoire, c'est le fait d'être au chômage, le fait d'avoir des symptômes dépressifs résiduels, le fait d'avoir été exposé à des traumatismes pendant l'enfance et qu'ils n'aient pas été pris en charge, le fait d'avoir des troubles du sommeil, le fait d'être en surpoids et le fait d'avoir de très nombreux traitements simultanément. Et la majorité de ces facteurs, on peut essayer de les améliorer. Alors, un tout petit point maintenant pour vous dire où on en est dans le cadre de ce très gros programme de recherche qui a été financé dans le cadre des investissements d'avenir, dans le cadre de ce qu'on appelle les programmes investissements d'avenir et qui s'appelle la psy-cohorte pour donc ce suivi de patients et bipolaires et schizophrènes qui se fait depuis maintenant 2014 dans le cadre donc de la Fondation fondamentale. Et là, je vais vous parler de la cohorte qui concerne les patients bipolaires. Alors, quels sont les objectifs de cette cohorte ? Ils sont décrits ici, c'est ceux qui consistent à identifier les variables cliniques biologiques qui sont liées aux trajectoires, donc qui sont des variables pronostiques et qui permettent d'identifier des stades aussi d'évolution de la maladie, mais aussi des facteurs de pronostic de la maladie. Deuxième point, cette étude a pour objectif d'évaluer les dysfonctionnements qu'on observe entre les épisodes, comme les difficultés cognitives, les difficultés liées aux variations des émotions, les troubles du sommeil, les pathologies psychiatriques somatiques associés, de mesurer le coût associé au trouble bipolaire et puis d'évaluer pour les décideurs les changements qui sont induits par la modification de l'organisation des soins, comme par exemple les centres experts. Et l'objectif que nous nous étions fixés était de suivre 800 patients pendant 5 ans. Voilà les partenaires de cette étude. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc, la Fondation fondamentale est l'institution qui suit le projet, qui coordonne les centres, qui construit les bases de données et les biobanques. On a ensuite un partenaire qui est chargé de la partie épidémiologie et statistique de l'étude, qui est l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique de l'INSERM. On a une unité INSERM qui est en charge des études médico-économiques. Mon laboratoire dirigé avec Stéphane Jamin, qui est le laboratoire de neuropsychiatrie translationnelle de l'Institut Mondor de recherche biomédicale, qui est en charge de toute l'analyse des biomarqueurs qui sont faits à partir des prélèvements sanguins. Et puis ensuite, on travaille avec le CEA et en particulier avec une plateforme d'imagerie cérébrale qui s'appelle Neurospin. Mais il y a d'autres plateformes qui participent aux études, en particulier celle qui s'appelle MetaboHub, qui fait des analyses de métabolomes, et puis le Centre national de génotypage qui fait une analyse de génotypage, et l'Université Paris-Saclay qui est un partenaire plus récent et qui s'occupe de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Voilà la courbe de suivi et d'inclusion des patients dans la cohorte, et vous voyez qu'on est au-dessus même de ce qui était attendu, puisqu'aujourd'hui, il y a 965 patients qui sont inclus et qui participent à ce projet de recherche. C'est pour ça qu'on fait cette réunion, c'est pour vous remercier et pour vous montrer l'importance de participer et de continuer à participer à cette étude. Vous voyez que le nombre de publications est tout à fait en hausse et ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a énormément de publications qui sont faites à partir de ces données de cohorte et ça, c'est très important pour mieux comprendre la maladie et pour mieux la prendre en charge. Il y a 80 projets de recherche en cours à partir des bases des données des centres experts et il y a de plus en plus de données qui peuvent être faites à partir des données longitudinales et ça, c'est vraiment une force que de pouvoir suivre de façon longitudinale l'évolution de la pathologie.
Alors, un exemple de à quoi peut servir cette cohorte, pendant le Covid, on a proposé aux personnes qui avaient participé à cette cohorte de faire une évaluation de ce qu'ils avaient pu vivre pendant le premier confinement. Et on a montré que un individu sur quatre, un patient sur quatre avait augmenté sa consommation d'alcool pendant le confinement. 18% des patients ont déclaré avoir augmenté leur consommation de tabac pendant le premier confinement. Et la grande majorité des individus ont été en contact plusieurs fois par semaine avec leurs proches. On a aussi pu évaluer, toujours pendant ce premier confinement, l'état de santé mentale des personnes donc, qui ont participé à la cohorte. On a montré qu'il y avait un très bon recours, enfin relativement bon recours aux soins psychiatriques grâce aux téléconsultations, puisqu'il y a eu 80% de téléconsultations pendant le confinement. Il y a eu une augmentation des idées dépressives, similaire à ce qui était observé dans la population générale, une augmentation des idées de suicide, une augmentation très importante des troubles de sommeil, probablement parce qu'il y avait une désorganisation du rythme de la vie de tous les jours, une augmentation de l'anxiété et une augmentation de la non-adhérence au traitement. Alors, sur cette période globale, ce qui est assez rassurant, c'est qu'il y a une augmentation très modérée des symptômes dépressifs. Il y a une augmentation importante, par contre, des troubles anxieux, une augmentation des troubles du sommeil. Et tout ça n'est quand même pas des chiffres qui sont très inquiétants, mais qui étaient néanmoins importants pour nous, pour avoir une idée de la manière dont les patients participaient à cette cohorte, suivaient ou vivaient cette pandémie. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je crois que je suis dans le créneau horaire qui m'était donné. N'hésitez pas à poser des questions sur le petit chat de discussion qui est en bas de l'écran. Je vais maintenant passer la parole à Ophélia Godin, qui est donc chercheuse INSERM depuis pas très longtemps, qui travaille avec nous depuis très longtemps, mais par contre qui a été recrutée et on en est très fiers à l'INSERM et qui fait énormément de travaux sur cette cohorte et qui va vous présenter les données de comorbidité somatique. Ophélia, à toi. Merci beaucoup, professeur Le Boyer. Donc, effectivement, je vais vous partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, et donc je vais vous parler, moi, de la santé physique dans les troubles bipolaires et en particulier de la santé métabolique, cardio-métabolique, à partir des résultats issus de la cohorte psycho. Alors, depuis quelques années maintenant, un certain nombre d'études s'accordent sur le fait que l'espérance de vie des individus souffrant de troubles bipolaires est réduite par rapport à la population générale. On retrouve des chiffres dans la littérature autour de 20 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes, avec des taux de mortalité qui sont systématiquement supérieurs à la population générale, et ce, quelle que soit la cause de décès considérée. C'est le cas aussi en France, et je vous ai présenté sur cette diapositive ici à gauche les résultats d'une étude assez récente de l'IRDES qui a été réalisée à partir des données de l'assurance maladie et qui montre l'écart d'espérance de vie des individus souffrant de troubles bipolaires par rapport à la population générale, et on voit que cet écart est de 13 ans en moyenne pour les hommes et pour les femmes. Une chose dont on s'est rapidement rendu compte, c'est que cette surmortalité, elle est avant tout due à des causes dites naturelles, et en particulier aux maladies cardiovasculaires et au cancer, comme pour la population générale, et c'est le cas également en France. Néanmoins, même si on avait des données sur cette surmortalité et les causes de la surmortalité, on avait assez peu de données, en France en tout cas, sur la prévalence des maladies cardiovasculaires dans les troubles bipolaires, et donc c'est un des premiers travaux qu'on a pu mettre en œuvre grâce aux données de la cohorte. Donc, on s'est intéressé cette fois-ci au syndrome métabolique. Alors, pourquoi? Parce que le syndrome métabolique est un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Les individus qui présentent un syndrome métabolique, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire, 5 fois plus de risque de développer un diabète. Et ce syndrome métabolique, à quoi ça correspond? Alors, ce n'est pas une maladie en soi, mais ça regroupe un ensemble d'anomalies, l'obésité, des chiffres de pression artérielle élevés, des anomalies lipidiques et glycémiques. Et on a pu montrer, grâce aux données de la cohorte, que la prévalence du syndrome métabolique, elle était de 20% dans notre cohorte, soit 2 fois plus élevée que ce qu'on peut observer en population générale, où la prévalence est plutôt autour de 10%. Si on regarde un petit peu plus en détail l'ensemble des composants du syndrome métabolique, on voit qu'un individu sur 2 est en surpoids dans la cohorte, que la prévalence de l'obésité abdominale, donc le tour de taille, est de 35%, 16% des individus ont une glycémie élevée,
entre 30% environ des individus ont des anomalies lipidiques, qui va se traduire par des taux élevés de triglycérides ou des taux élevés ou des taux bas de cholestérol, de bon cholestérol. Et puis, 35% environ ont des chiffres de pression artérielle élevés. Ce dont on s'est rendu compte également, c'est que 2/3 des individus n'étaient pas correctement traités pour leur pathologie cardio-métabolique au moment où ils entraient dans la cohorte. Donc, non seulement la prévalence des maladies cardiovasculaires, elle est plus élevée par rapport à la population générale, mais en plus, elle est peu diagnostiquée et peu traitée. On s'est par ailleurs également intéressé à la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique. Alors pourquoi? Parce qu'on sait qu'en population générale, justement, les principaux facteurs de risque de cette infection, ce sont l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Et comme pour le syndrome métabolique, on avait très peu d'informations sur la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique, à la fois en France, mais aussi d'une manière générale à l'international. Alors, la stéatose hépatique non alcoolique, elle se caractérise par une accumulation de graisse au niveau du foie, qui, comme son nom l'indique, n'est pas due à une consommation excessive d'alcool, mais qui peut être provoquée par une obésité, une alimentation trop riche en graisse ou en sucre, un syndrome métabolique, le diabète, etc. Donc, il s'agit d'une maladie qui est asymptomatique. Au pire, on va pouvoir observer un foie qui va être augmenté de volume, mais lorsque rien n'est fait, une inflammation peut se produire et s'installer au niveau du foie et évoluer vers ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique, avec ou sans fibrose hépatique, et une cirrhose du foie, voire vers un cancer. La prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique, elle est estimée en population générale environ entre 20 et 30%. Et en France, une étude assez récente a montré que la prévalence de cette maladie était de 16,7%. Grâce aux données de la cohorte, on a pu donc étudier la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique dans notre cohorte. Et donc, on a montré que la prévalence était de 40% chez les hommes, 21% chez les femmes. Donc, encore ce ratio x2 par rapport à la population générale, puisqu'il est de 10% chez les femmes en population générale et 24% chez les hommes en population générale. On observe une relation très forte avec l'âge, donc plus on est âgé, plus cette prévalence augmente, et que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et on observe également que la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique, elle est plus importante chez les hommes, quelle que soit la classe d'âge considérée. Et par exemple, on peut voir que les individus souffrant de troubles bipolaires de plus de 50 ans ont une prévalence de la stéatose hépatique qui avoisine les 60%. On s'est également intéressé aux facteurs associés à la stéatose hépatique non alcoolique, donc aux facteurs de risque. En dehors du sexe masculin et de l'âge dont je viens de vous parler, on retrouve cette association très forte avec le syndrome métabolique et l'obésité. Et en particulier, on montre que les individus souffrant de troubles bipolaires avec un syndrome métabolique ont 30 fois plus de risques de présenter une stéatose hépatique non alcoolique. Outre ces facteurs-là qui sont les mêmes que ceux de la population générale, on observe aussi que les individus souffrant de troubles bipolaires qui ont en plus des troubles du sommeil, ou encore que certains traitements psychotropes peuvent favoriser la présence de stéatose hépatique non alcoolique. Alors, comment est-ce qu'on explique je remonte ça, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Voilà, comment est-ce qu'on explique cette forte prévalence du syndrome métabolique? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a déjà des facteurs dits modifiables donc, sur lesquels on va pouvoir agir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en particulier, les études montrent que le fait d'avoir un sommeil altéré ou des rythmes de sommeil non réguliers peuvent avoir un impact sur la prise de poids ou sur les anomalies métaboliques. Les études montrent également que le style de vie, en particulier un style de vie délétère, peut favoriser la présence d'un syndrome métabolique, en particulier le fait de faire peu d'activité physique, d'avoir une alimentation trop riche en graisse ou en sucre, ou encore les addictions au tabac ou à l'alcool. Il y a également l'effet de certains médicaments psychotropes qui peuvent avoir des effets secondaires, comme une forte prise de poids. Et puis, des études suggèrent aussi qu'il y a une réelle susceptibilité à l'apparition de ces troubles, avec des études qui ont montré que le syndrome métabolique et les troubles bipolaires pouvaient partager un certain nombre de mécanismes communs impliquant des facteurs génétiques, des processus inflammatoires ou encore des facteurs environnementaux. Ce qu'il est important de retenir également,
c'est que ces maladies cardiovasculaires, elles peuvent avoir un impact non seulement sur la santé physique des individus, et on l'a vu avec la surmortalité, mais également sur l'évolution elle-même de la maladie. Et en particulier, des études ont montré que les anomalies métaboliques, le diabète, le syndrome métabolique d'une manière générale, pouvaient avoir un impact sur le bien-être des individus, en particulier sur le fonctionnement global, sur les troubles cognitifs, mais également sur les rechutes ou sur la résistance au traitement. Ah, j'arrive plus à passer. Je suis bloquée. Ah, voilà. Donc, d'une manière générale, j'espère vous avoir convaincu que la santé mentale et la santé physique étaient indissociables, en particulier que la prévalence des maladies cardiovasculaires était élevée dans les troubles bipolaires, qu'elle était souvent peu diagnostiquée et traitée, et qu'elle pouvait avoir des conséquences aussi sur l'évolution elle-même de la maladie. L'ensemble de ce travail souligne l'importance de dépister systématiquement et de surveiller en routine l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, et puis de renforcer les recommandations de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et puis au niveau individuel, je ne peux que vous recommander d'essayer d'être acteur de votre santé physique en prenant rendez-vous régulièrement chez votre médecin traitant et en demandant un bilan sanguin, une fois par an par exemple, en surveillant votre poids régulièrement, surtout si vous commencez un nouveau traitement, en n'hésitant pas à parler des effets secondaires des traitements à votre psychiatre, et puis en essayant d'adopter une hygiène de vie saine avec une alimentation plus riche en fibres, en légumes, en fruits, en faisant plus d'activité physique, en essayant d'avoir des rythmes de sommeil réguliers, et puis en diminuant votre consommation de tabac. Et je terminerai juste aussi en vous disant qu'il existe maintenant des dispositifs, dont par exemple le dispositif Prescriform, qui donne la possibilité aux médecins de toute spécialité de prescrire de l'activité physique adaptée à ces patients, et qu'il existe dans la plupart des régions des associations qui proposent un accompagnement sur mesure pour l'activité physique et adapté à votre santé. Et c'est le cas par exemple des maisons sport santé qui existent en Île-de-France, mais pas que, ou encore de l'association DALIR qui se trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse maintenant la parole à mon collègue Stéphane Jamin qui va vous parler de génétique. Vous êtes tous convaincus de l'importance de faire de la recherche et vous voyez à quel point ça a des conséquences pratiques sur votre vie de tous les jours. Je vais effectivement passer la parole à Stéphane Jamin, qui est donc chercheur à l'INSERM, qui dirige avec moi le laboratoire neuropsychiatrie translationnelle de l'INSERM à l'Institut Mondor de recherche biomédicale et qui est un grand généticien qui travaille énormément pour mieux comprendre le terrain génétique des troubles bipolaires depuis des années. Stéphane, à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup Marion. J'imagine que vous voyez bien mes diapos et que vous m'entendez. Donc, l'idée est de vous présenter un peu, d'une part, ce qu'on connaît assez brièvement, ce qu'on connaît sur la génétique en fait des troubles bipolaires, et également un nouveau programme de recherche qu'on est en train de lancer, et pour justement explorer un peu plus loin les connaissances qu'on a aujourd'hui en génétique. Alors, pour vous résumer de manière assez brièvement les connaissances qu'on a sur la génétique des troubles bipolaires, j'aime utiliser cette image d'un bocal à bonbons dans lequel on peut imaginer que certains petits bonbons jaunes seraient les facteurs génétiques et des petits bonbons oranges seraient des facteurs environnementaux. Ce qu'on sait, c'est que chaque individu part avec un certain nombre de risques, de facteurs génétiques qui augmentent le risque de développer un trouble bipolaire. Ce risque, lui, est constant au cours du temps, mais qu'au cours du temps, les personnes accumulent un certain nombre de facteurs environnementaux qui vont jusqu'à atteindre un certain niveau pour déclencher la maladie. Ce qu'on sait également, c'est que d'un individu à l'autre, le nombre de facteurs génétiques varie pour deux individus malades et par conséquent le nombre de facteurs environnementaux nécessaires au déclenchement de la maladie change également d'un individu à l'autre. Notre objectif au laboratoire, c'est donc d'explorer quel type de variations génétiques existent et dans quelle mesure elles peuvent induire la maladie, en tout cas augmenter très fortement ou plus ou moins fortement le risque de développer la maladie.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie l'ADN des individus qui veulent bien participer à la recherche, et cet ADN est codé en fait dans chacune des cellules des individus en ce qu'on appelle des protéines, en briques du vivant. J'aime utiliser cette image des petites briques de Lego, en fait, qui permettent de construire à peu près n'importe quoi. C'est la même chose dans le corps humain, c'est-à-dire que ces différentes protéines permettent de construire un individu et avec toute sa singularité. Les variations génétiques qui existent sont variées, en fait, pour chaque individu. Certaines d'entre elles sont dites mineures, c'est-à-dire qu'elles peuvent altérer, alors certaines n'ont pas de fonction, ou en tout cas pas de fonction connue, certaines sont dites mineures, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève par exemple un plot sur une de ces briques de Lego, on peut continuer à construire, à faire des constructions. Néanmoins, on voit que l'accumulation de briques modifiées comme celle-ci entraîne une certaine fragilité. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ou qu'on peut assimiler à cette grande vulnérabilité qu'ont certaines personnes qui ont des variations génétiques. Par opposition, d'autres variations génétiques sont dites majeures, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un effet à elles seules important sur le risque de développer la maladie. En effet, si vous voyez qu'on augmente la taille d'un plot, on peut assez facilement imaginer qu'on n'est plus capable de construire quoi que ce soit avec ce genre de briques. Et dans ce cas-là, on peut facilement imaginer que, que la présence de ce genre de variation génétique qui a des conséquences importantes sur une seule protéine peut augmenter à elle seule le risque de développer la maladie. Alors, c'est toutes ces variations génétiques qu'on essaie de caractériser chez les personnes qui sont malades. Les variations qui ont un effet faible à proprement parler sont étudiées sur des grandes cohortes, comme la cohorte psycho qui vous a été présentée par Marion Le Boyer, et notamment en comparant la fréquence de ces variations génétiques dans les populations de personnes avec des troubles bipolaires par rapport à des populations de personnes non malades. Et pour faire ce genre d'études, on a besoin des cohortes les plus grandes possibles, de nombre de participants le plus grand possible, avec aujourd'hui un grand effort international qui est fait pour comparer les personnes qui sont malades à travers le monde, nous permettant ainsi de travailler sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Pour les variations génétiques qui ont des conséquences qui sont majeures sur la fonction des protéines, on travaille plutôt à l'échelle de l'individu ou à l'échelle de la famille en regardant comment ces variations génétiques sont transmises dans ces familles. En général, dans ces familles, on parle de familles multiplexes parce qu'il n'y a pas une seule personne malade, mais plusieurs, voire un grand nombre de personnes malades, des fois toutes atteintes de la même maladie comme le trouble bipolaire, des fois atteintes d'autres maladies psychiatriques. Et c'est justement ce lien entre ces variations génétiques et les différentes manifestations cliniques qu'on peut observer dans ces familles qu'on essaie de caractériser. Ces études, à la fois sur des grandes cohortes et sur les familles, se font grâce aux patients qui participent à nos recherches et qui sont recrutés au sein des centres experts, comme vous l'a présenté Marion Le Boyer un peu plus tôt. Pour l'exploration génétique, je vous ai dit qu'on a travaillé sur ces deux catégories d'individus, soit des grandes populations, soit des familles. Ces personnes sont explorées, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont elles sont explorées, mais aujourd'hui, on essaie de les caractériser le plus finement possible sur le plan génétique, avec, bien sûr, en continu, l'idée de toujours mettre en regard de la génétique les données cliniques et l'histoire personnelle de chacun des individus pour arriver à faire le lien entre la génétique et les manifestations cliniques et la vulnérabilité que peuvent avoir ces individus. Un objectif que nous avons, c'est d'identifier des sous-groupes de personnes homogènes sur le plan génétique, alors soit des sous-groupes cliniques, soit des personnes qui vont toutes répondre favorablement à un traitement particulier, soit également des individus qui sont à haut risque de développer un trouble, notamment dans les familles de personnes multiplexes. Et lorsque nous pouvons, nous essayons d'aller le plus loin possible en faisant une caractérisation fonctionnelle des variations génétiques qu'on identifie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre en quoi la présence de ces variations génétiques altère la fonction de certaines protéines et augmente le risque de développer la maladie. Alors, je voulais vous présenter les résultats que nous avons obtenus avec Elisa Courtois, qui était en thèse dans mon laboratoire, en travaillant justement sur plusieurs familles multiplexes qui vous sont présentées sur cette diapositive. Pour résumer une histoire assez longue,
nous allons rechercher des variations génétiques qui sont plutôt rares, dont l'impact sur la fonction des protéines était prédit pour être fort. Et nous avons identifié donc plusieurs gènes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces gènes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces familles, plusieurs variations génétiques ont été identifiées et que celles-ci s'intègrent dans un même réseau. Vous pouvez voir que ces gènes sont reliés par des traits plus ou moins importants. Chacun de ces traits montre des interactions qui existent entre ces gènes. C'est-à-dire que, comme ça, nous avons pu identifier des voies biologiques importante pour la vulnérabilité aux troubles bipolaires, en distinguant deux mécanismes majeurs qui sont d'une part le développement des cellules du cerveau et également la régulation de l'expression d'autres gènes et notamment de gènes exprimés dans le cerveau. Pour vous prendre l'exemple d'un gène en particulier, un des gènes qui justement a été identifié dans une de ces familles, vous pouvez voir que la fréquence des mutations, des variations génétiques chez les personnes avec un trouble bipolaire est nettement supérieure à celle qu'on peut observer dans une population d'individus non malades, population générale. Et lorsqu'on essaie de caractériser sur le plan clinique les personnes qui ont des variations génétiques avec un effet fort dans ce gène-là, on s'aperçoit que ces personnes font plus d'épisodes maniaques que d'épisodes dépressifs, contrairement à ce qu'on observe plus traditionnellement chez les personnes avec un trouble bipolaire qui font naturellement plus d'épisodes dépressifs que d'épisodes maniaques. On dit donc que ces personnes ont plutôt une polarité prédominante dite maniaque et donc suggère que des variations génétiques dans ce gène pourraient être associées à une manifestation clinique particulière. Donc, notre objectif est d'essayer d'aller plus loin, de voir en quoi ce genre de variation génétique peut altérer en fait le fonctionnement cérébral d'une manière générale. Et pour ça, on développe plusieurs modèles. Alors, on s'est intéressé, ici, c'est juste pour vous présenter un exemple de famille qu'on a étudié. Vous pouvez voir qu'une des variations génétiques qu'on a étudiées, donc ça, c'est la protéine qui est codée par ce gène, et donc chaque protéine est codée par les platelets qui sont les acides aminés. Et vous pouvez voir en gros que quand c'est très conservé, là c'est chez l'homme, ça c'est chez le singe, ça c'est chez la souris, ou ça c'est chez le poisson zèbre, vous pouvez voir que cette protéine est très bien conservée en fait chez tous ces organismes. Et on voit que chez les personnes malades, cette conservation est altérée. Et donc, justement, notre objectif est de voir quel est l'impact de ce genre de variation génétique sur le fonctionnement cérébral. On sait que chez la souris, ce complexe, et en particulier notre gène d'intérêt ici, est impliqué dans la régulation de l'expression d'autres gènes, et que l'absence de cette protéine en particulier, ce qu'on voit ici chez la souris, l'absence entraîne une augmentation de la taille du cerveau chez la souris. Alors que la surexpression de ce gène entraîne une diminution de la taille du cerveau. Donc, on suppose que cette protéine qui est impliquée dans vraiment la formation du cortex en particulier et du cerveau plus généralement chez les rongeurs, lorsqu'il y a des variations génétiques qui affectent la fonction de cette protéine, on puisse avoir des perturbations au niveau de cette mise en place au niveau du cerveau. Alors, la difficulté, c'est que chez l'homme, on ne peut pas aller, en tout cas, on peut difficilement aller voir ce qui se passe directement au niveau du cerveau. On fait par imagerie cérébrale avec certains de nos collègues, mais pour ça, il nous faut des cohortes assez importantes avec des variations génétiques. Si on veut l'étudier sur le plan individuel, c'est compliqué à faire par imagerie cérébrale. Néanmoins, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en laboratoire, on essaie de reproduire la formation de cellules nerveuses. Et ça, on sait le faire grâce à l'arrivée de Michele Boniotto, qui est un jeune maître de conférence qui est arrivé dans notre équipe. On sait le faire à partir de prélèvements capillaires. On prend des cheveux de personnes qui veulent bien participer aux études, en incluant la racine des cheveux, et on récupère les cellules qui sont au niveau de la racine des cheveux, qu'on sait mettre ensuite en culture, et qu'on sait transformer en des cellules dites indifférenciées, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de donner n'importe quelle autre cellule de l'organisme. Et c'est un des travaux qu'on a fait l'an passé, justement, avec une étudiante qui s'appelle Elena Letard et Michele Boniotto, où ces cellules, on est capable de les ensuite transformer, les différencier en cellules plus spécifiques, alors soit en les gardant
en 2 dimensions, c'est ce qu'on fait ici, et cette transformation nous permet de créer en laboratoire des cellules nerveuses, véritablement des neurones qui communiquent les uns avec les autres, et pour lesquels ensuite on peut voir s'il y a des anomalies au niveau de la formation lorsque les personnes ont des variations génétiques particulières. Mais ce qu'on sait faire également, c'est qu'on sait les développer en 3 dimensions en faisant ce qu'on appelle des petites morulas comme ça, et qui, lorsqu'on les différencie et garde en laboratoire assez longtemps, ici après 70 jours de culture cellulaire, donnent de véritables mini-cerveaux, ce qu'on appelle des organoïdes cérébraux. Et ensuite, on peut caractériser ces organoïdes cérébraux pour voir si justement les réseaux de cellules nerveuses au sein de ces organoïdes sont altérés ou non en fonction des variations génétiques. Un des exemples qui est montré ici, c'est que la présence de cette mutation, par exemple, entraîne des problèmes de différenciation en neurones. Une fois qu'on a ces différents organoïdes cérébraux, on peut les caractériser et voir quelles sont les conséquences sur le fonctionnement, et donc notamment la communication des cellules nerveuses entre elles, mais également sur la régulation d'autres gènes, c'est ce qui est montré sur cette diapositive, pour essayer d'imaginer ce qui se passe chez les personnes qui sont porteuses de telles variations génétiques, de voir s'il y a certaines perturbations qu'on peut essayer de reproduire en laboratoire et essayer de mieux comprendre les mécanismes qui pourraient être à l'origine de la vulnérabilité aux troubles bipolaires. Alors, l'objectif de ce projet qu'on a appelé GENIE, il est justement d'identifier des familles les plus grandes possibles avec plusieurs personnes qui sont malades et avec ces personnes qui partagent des variations génétiques qui sont rares, avec pour chacune de ces, donc, avec 3 objectifs principaux. Le premier, d'identifier dans la famille qui des personnes qui sont malades et des personnes qui sont non malades sont porteuses de ces variations génétiques d'intérêt. Puis, pour les personnes qui souhaitent participer à nos recherches, de prélever des follicules pileux afin de pouvoir utiliser ces cellules et faire de la différenciation en culture, et enfin de regarder si, lorsque on a réussi à différencier soit ces cellules nerveuses, soit ces mini-cerveaux, de voir s'il y a des altérations au niveau du fonctionnement et notamment de la communication enfin, d'une part de la mise en place et ensuite de la communication entre ces différentes cellules nerveuses, soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis ouvert à toute question s'il y en a. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation, je crois, extrêmement claire et en tout cas qui explique bien ce que les outils de la recherche auxquels nous avons accès peuvent faire pour mieux comprendre le terrain génétique compliqué du trouble bipolaire. On a, comme vous avez tous été parfaitement à l'heure, on a un grand quart d'heure pour pouvoir discuter. Donc je vais prendre en priorité les questions qui sont sur le chat, mais surtout n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, il y a une première question qui s'adresse à tout le monde, ça doit être à nous. Le suivi en centre expert a considérablement amélioré ma vie. Merci beaucoup. J'ai participé à la cohorte et la question est de savoir comment peut-on avoir accès aux publications qui y sont associées. Donc, en fait, il y a énormément de publications. Il y en a certaines qui sont en open accès et auxquelles on peut très simplement vous donner accès. Et elles sont déjà pour partie sur le site de la Fondation fondamentale, qu'on est en train de remodifier, elles vont être encore plus facilement accessibles. L'autre chose, c'est qu'on a maintenant tout un système de communication toutes les semaines de tous les résultats scientifiques sur le Twitter de la Fondation fondamentale, sur maintenant une page Instagram, sur LinkedIn, sur toute une série d'outils qui sont retransmis par notre équipe com, et avec plein de podcasts, puisqu'on est en train de lancer énormément de choses. Et donc, toutes les publications, soit des centres experts, soit de la cohorte, soit de la Fondation fondamentale, sont de plus en plus très largement accessibles, avec des résumés simples et avec le lien vers la publication en question. Donc, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour mettre tout ça à votre disposition. Ophélia, est-ce que tu veux ajouter un point là-dessus ? Non. Je vois qu'il y a une question pour moi sur les traitements. Donc oui, la question qui était de savoir si on avait plus d'informations sur le rôle joué par les médicaments sur le surpoids. Donc effectivement, il y a toute une série d'articles et d'études avec des designs d'essais thérapeutiques qui se sont intéressés à l'impact
des traitements sur la prise de poids ou sur les autres anomalies métaboliques. Et globalement, l'ensemble de ces études, elles s'accordent pour dire que ce sont les antipsychotiques atypiques, donc ceux dits de seconde génération, qui sont les plus pourvoyeurs de prise de poids, même si à l'intérieur de la même classe thérapeutique, tous les médicaments n'ont pas forcément le même effet. Et puis, ce qu'on sait moins, c'est que il y a une très grande hétérogénéité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas bien qui va prendre beaucoup de poids et qui ne va pas en prendre. Ça peut être très, très différent d'un individu à l'autre et c'est justement tout ce qu'on essaye de faire en ce moment, essayer de mieux comprendre quelles sont les personnes qui vont prendre beaucoup de poids pour pouvoir adapter la stratégie. Je continue juste sur cette lancée parce que je vois qu'il y a aussi… Oui. Peut-être un petit point à rajouter à ce que tu viens de parfaitement décrire pour dire qu'effectivement, comme vient de vous le dire Ophélia, c'est un de nos sujets de recherche important parce qu'on essaye vraiment à la fois de comparer les médicaments entre eux pour pouvoir identifier ceux qui font prendre le plus de poids et ça fait partie des recommandations thérapeutiques personnalisées qui sont faites à la fin d'un bilan centre expert de vous indiquer si éventuellement nous on suggère de modifier ce traitement. Deuxièmement, comme Ophélia vient de vous le dire, un même traitement chez un individu va déclencher ou non une prise de poids. En général, elle est très rapide au début d'un traitement et elle indique vraiment qu'il faut se pencher sur le traitement pour le modifier. Mais je ne voudrais pas que, après ces réponses qu'on vous fait toutes les deux à cette question, vous ayez l'impression que ce soit seulement le traitement qui sera en cause. Le traitement, c'est un facteur modifiable. Mais en fait, on sait, là encore, grâce aux études de cohorte et aux études longitudinales, surtout sur des études qui ont été faites au Canada, que cette prise de poids et le syndrome métabolique, ils commencent souvent avant le début de la maladie mentale. Donc, c'est vraiment le terrain biologique et en particulier le terrain immuno-inflammatoire qu'on sait de mieux en mieux décrire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunométabolisme, qui est à l'origine de ces anomalies immunométaboliques. Il peut être corrigé pour toute une série de facteurs modifiables dont on vous a parlé aujourd'hui, qui sont, on appelle de façon générique, style de vie, ce qu'on mange, la façon dont on dort, l'activité physique, les traitements qu'on prescrit ou prescrit pour la maladie psychiatrique, mais c'est vraiment quelque chose qui est le terrain biologique et sur lequel il faut qu'on continue à se pencher pour le comprendre de mieux en mieux et c'est ce qu'on fait grâce à votre participation aux cohortes. Ophélia. Oui, non, je continue parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur la prise en charge du syndrome métabolique, quels étaient les… alors, qu'est-ce que c'était voilà, pour une meilleure prise en charge du syndrome métabolique, quels sont les spécialistes à consulter? La prise en charge du syndrome métabolique, elle va reposer principalement sur le traitement et l'élimination des facteurs de risque associés. Donc, en fait, il faut aller voir son médecin généraliste, faire un bilan avec lui et vérifier que l'ensemble des paramètres du syndrome métabolique sont… que tous les paramètres sont dans les normes. Et donc, c'est auprès de votre médecin généraliste qu'il faut d'abord se présenter. Et puis après, il vous enverra vers un spécialiste si besoin il y a. Merci Ophélia. Question pour Stéphane Jamin d'Aurélie qui nous pose la question suivante. Donc, si nous sommes bipolaires, cela signifie qu'un de nos parents est aussi atteint par un trouble psychiatrique? Alors non, ça ne signifie pas obligatoirement, mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on regarde dans les familles de personnes qui sont malades, le risque est nettement augmenté par rapport à celui de la population générale d'identifier d'autres personnes qui sont également atteintes d'autres troubles psychiatriques. Alors le risque est plus important d'être atteint d'un trouble bipolaire, mais également d'autres troubles que l'on trouve, notamment de troubles unipolaires, enfin de troubles dépressifs majeurs, de schizophrénie et d'un certain nombre d'autres troubles psychiatriques qu'on peut arriver à trouver dans ces familles. Donc on sait que lorsqu'il y a déjà une personne malade dans une famille, c'est un signe d'appel pour être vigilant sur les autres personnes qui sont à risque en fait également de développer la maladie. Autre question pour toi, Stéphane, de Sophie, qui dit « Comment peut-on savoir si cette variation génétique existe dans la famille ?» Alors ça, c'est assez compliqué. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de diagnostic génétique dans les troubles bipolaires. On n'a pas de variations génétiques pour lesquelles on est sûr qu'elles sont nécessaires et suffisantes pour déclencher la maladie. Donc actuellement, tout ce qu'on fait reste à l'état de la recherche, c'est de l'exploration génétique en regardant le plus largement possible et justement, tout l'objet de notre étude est d'essayer de comprendre. On est tous porteurs d'un très grand nombre de variations génétiques dans notre génome. En moyenne, si on prend 2 personnes dans la population générale, on va identifier 3 millions de variations génétiques par individu. Donc, c'est quelque chose avoir des variations génétiques est quelque chose de normal. C'est ce qui fait la singularité de chaque individu. La grande difficulté est d'identifier lesquelles
nous augmente notre risque de développer telle ou telle maladie. Et en fait, tout notre travail est justement d'essayer de voir, et c'est pour ça qu'on a besoin de très grandes familles, lesquelles de ces variations génétiques sont systématiquement retrouvées chez les personnes qui sont malades, pour voir si ce sont elles qui sont responsables de l'augmentation du risque de développer la maladie. Merci. Alors ensuite, il y a un commentaire très gentil de quelqu'un qui s'appelle Bgraine qui dit bravo et merci pour ces présentations. Donc merci pour votre bravo et pour votre merci. Ça nous fait plaisir. Ensuite, il y a une question, je pense à nous trois, en tout cas, comme c'est une question importante, on va prendre le temps chacun d'y répondre, qui est une question de Nina Lemailleux qui dit « Quand on fait partie d'une famille à risque, c'est mon cas, quels conseils concrets pouvez-vous donner d'un point de vue environnemental pour essayer de prévenir le développement de ces maladies à nos futurs enfants ?» que ce soit pendant la grossesse, la croissance et le développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment l'objet de recherche qui est un axe de recherche vraiment important à la fois de notre laboratoire et de la Fondation fondamentale. C'est la justification de la réalisation de ces cohortes, de l'évaluation de toute une série de paramètres et des très longues évaluations cliniques qui sont proposées et aussi des projets de recherche qui vous sont proposés. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est effectivement que tout au long de la vie d'un individu à risque ou qui a développé un trouble bipolaire, il est exposé à toute une série de facteurs de risque environnementaux dont on sait de mieux en mieux qu'ils ont un rôle très important. Donc, on sait par exemple que pendant la grossesse ou pendant l'enfance, il y a une augmentation du lien, c'est aujourd'hui uniquement des études d'association, entre l'exposition à certaines infections ou à certaines maladies auto-immunes. Donc ça, c'est un premier facteur. Bien sûr que quiconque est hospitalisé, par exemple, pour une infection ne va pas dans la suite de sa vie développer un trouble bipolaire, mais on essaye, et c'est l'objet de la recherche, de caractériser le terrain génétique qui fait qu'on ne se défend pas bien face à une infection. Ensuite, il y a d'autres facteurs pendant l'enfance qui vont survenir. Par exemple, on sait que les traumatismes sévères sont des facteurs de déclenchement du trouble bipolaire. Donc ça, c'est vraiment des facteurs qu'il faut prendre en compte parce que maintenant, il y a des stratégies thérapeutiques spécifiques de prise en charge de ces traumatismes et il faut les utiliser. Ensuite, on connaît aussi le rôle de la prise de drogue et en particulier de cannabis, qui est vraiment chez certaines personnes, de nouveau pas chez tout le monde, ça dépend du terrain qu'on a, qui sont des facteurs déclenchants. Et puis ensuite, tous les facteurs comme le style de vie sur lequel on insiste vraiment beaucoup aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez, ils sont extrêmement importants pour moduler probablement des terrains biologiques particuliers. Et on sait qu'une façon d'améliorer la situation, c'est encore une fois d'avoir une bonne hygiène de vie. Et maintenant que j'ai à peu près tout raconté, je passe lâchement la parole à Ophélia qui va compléter et à Stéphane. Ben non, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, mis à part que les facteurs environnementaux, j'en ai très rapidement parlé tout à l'heure en disant que ça pouvait aussi avoir un impact sur la santé physique. Et notamment, il y a des études qui ont montré que effectivement, les traumatismes dans l'enfance pouvaient aussi expliquer en partie des anomalies métaboliques et une prise de poids plus tardive. Donc voilà, donc ça a un impact aussi sur la santé physique. Stéphane, tu as quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier, hormis le fait qu'il faille être peut-être plus vigilant sur la surveillance dans les familles dont on sait qu'elles sont à risque, notamment lorsqu'il y a déjà plusieurs cas qui sont connus dans ces mêmes familles, par exemple. Merci. Ensuite, il y a une question de Renaud Angélique qui demande pourquoi avoir arrêté le suivi à 3 ans seulement et quel est le nom de l'association en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire du sport. Ophélia, tu peux répéter? Alors oui, l'association c'est DALIR, D-A-H-L-I-R. Donc ça, c'était celle qui était en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Et pourquoi on a arrêté à 3 ans? En fait, on n'a pas arrêté à 3 ans. Dans l'idée, on aimerait suivre le plus longtemps possible. La cohorte FICO, d'ailleurs, c'est 5 ans plutôt que 3 ans. Et après, voilà, pour des questions de financement aussi, les cohortes, ça coûte beaucoup d'argent. On ne peut pas suivre les gens indéfiniment. Donc voilà. Mais dans l'idée, ce serait vraiment notre souhait. Voilà. Et pour information, on vient de répondre un très très gros programme de recherche. On n'a pas encore les résultats pour pouvoir essayer de poursuivre dans le temps cette évaluation sur les cohortes et aussi d'étendre de façon tout à fait considérable tous les marqueurs qu'on peut explorer quand vous acceptez qu'on vous fasse une prise de sang. Donc on aura les résultats, on espère bientôt, mais ça devrait aussi contribuer à avoir plus de moyens pour pouvoir continuer à assurer le suivi. Ensuite, il y a une question de Bgraine à Stéphane qui est la suivante. Est-ce une bonne idée ou pas de faire des investigations génétiques /psy sur ma fille 17 ans pour voir s'il a une prédisposition bipolaire?
Non, parce qu'une fois encore, on ne saurait pas conclure clairement à savoir quel est le risque individuel. On ne sait pas aujourd'hui retraduire un risque individuel. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus pour voir si on est capable, ne serait-ce que d'estimer le risque augmenté pour un individu en fonction des connaissances génétiques qu'on a. Les connaissances qu'on a nous permettent de conclure à l'échelle de la population entière, mais pas encore au niveau individuel. Donc, on n'est pas capable de faire un vrai rendu pronostic ou diagnostic en utilisant la génétique. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt, sauf s'il y a déjà des choses qui sont connues sur le plan génétique dans la famille. Et dans ce cas-là, il faut étudier non pas seulement une personne, mais l'ensemble de la famille. Ensuite, il y a une question d'Aurélie qui dit « Merci infiniment pour vos réponses. J'ai une question qui me taraude depuis quelque temps. Au centre expert de Montpellier, le psychiatre m'a expliqué qu'on pouvait aujourd'hui diagnostiquer des enfants. Or, mon psychiatre au CMP m'assure que c'est totalement impossible. Pourriez-vous m'éclairer ?» Donc, effectivement, il y a des troubles bipolaires qui commencent très tôt. C'est plus vrai aux États-Unis, sans qu'on sache vraiment pourquoi, qu'en Europe et en particulier en France. Aux États-Unis, ils arrivent à diagnostiquer des pathologies qui commencent chez des enfants très très jeunes. Mais bien sûr qu'on peut poser un diagnostic chez des enfants lorsque, bien sûr, il y a des épisodes dépressifs ou des épisodes maniaques. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à ça que vous vous référez, c'est prédire la survenue d'un trouble bipolaire. C'est quelque chose que, bien sûr, sur lequel il y a énormément d'équipes dans le monde qui est en cours, mais qui n'est pas du tout passé dans la pratique aujourd'hui et qui fait l'objet de recherches. Donc, on nous redemande si les jeux de données collectés et les publications soient ouvertes. Donc, les jeux de données, ça, c'est vraiment pas du tout possible. Toutes les données sont anonymisées, bien sûr, puisque ça fait partie de la question qui est posée par Thierry. On n'a pas le droit de faire de la recherche sur des données qui ne seraient pas anonymisées, mais elles sont aussi extrêmement protégées et on ne peut y avoir accès que pour faire de la recherche et encore sur des projets extrêmement spécifiques et précis. Et par ailleurs, sur les publications, donc on fait tout ce qu'on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous les résumer et pour vous les présenter, que ça soit, alors j'ai oublié de mentionner tous les autres outils de la Fondation fondamentale, comme la newsletter par exemple, où très régulièrement on vous présente les résultats sur une autre publication de la Fondation qui s'appelle le Fondamental. Donc vraiment regardez sur le site et connectez-vous sur tous les réseaux sociaux où on met en place toute une série de moyens de vous informer du mieux qu'on peut. Mimi qui demande sait-on quelles sont les principales raisons pour lesquelles la détection d'un trouble bipolaire peut prendre du temps. Alors ça, il y a beaucoup de raisons. Il y a une raison de difficulté à prendre conscience qu'on a un trouble bipolaire. Il y a une difficulté à prendre rendez-vous avec un psychiatre. On sait que c'est encore des pathologies qui font peur et pour lesquelles on met du temps. On sait aussi que quand on débute sa pathologie bipolaire par un épisode maniaque, le diagnostic est fait beaucoup plus rapidement et la mise en route d'un traitement thymorégulateur est beaucoup plus rapide. Par contre, quand on débute par un épisode dépressif, il y a un certain nombre d'indicateurs cliniques qui permettent de mettre sur la voie d'un trouble bipolaire. Par exemple, quand on a des apparentés de premier degré qui sont atteints aussi d'un trouble bipolaire. Mais aujourd'hui, ça fait partie des projets de recherche pour lesquels la Fondation fondamentale cherche des soutiens et du mécénat. On cherche à identifier des marqueurs qui, quand on débute un trouble bipolaire par un premier épisode dépressif, permettraient de prédire fortement, à cause d'une combinaison de marqueurs sanguins, la survenue d'un trouble bipolaire. Ça fait partie de la recherche et pour ça, on a besoin de moyens. Ensuite, il y a des questions sur la stabilisation avec une suggestion de regarder un site qui s'appelle bipolaritéstable.fr. Il y a des questions sur l'avancée des recherches au sujet de l'association troubles des conduites alimentaires et troubles bipolaires. Ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel on travaille spécifiquement. Donc, il y a sûrement des publications internationales sur le sujet, mais nous, ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel on travaille. On travaille beaucoup sur nutrition, sur le développement éventuellement de stratégies de compléments alimentaires, en particulier dans les complications et en particulier dans la prise de poids, mais on n'a pas aujourd'hui de stratégie de recherche sur troubles des conduites alimentaires. Donc, il y a des questions de nouveau sur l'impact des traumatismes. Et ça, bien sûr, il y a beaucoup de recherches qui essayent de comprendre pourquoi est-ce que la survenue d'un traumatisme pendant l'enfance peut déclencher
la survenue, ou en tout cas est un facteur associé au déclenchement des troubles bipolaires ou d'autres pathologies psychiatriques. Et là, il y a énormément de recherches sur ce sujet, et en particulier beaucoup de recherches qui indiquent que le médiateur biologique entre la survenue de stress et l'impact cérébral, c'est l'inflammation, et que du coup, on pourra à la fois un jour traiter par l'intermédiaire de stratégies thérapeutiques psychosociales et psychothérapiques comme le MDR, et par probablement des traitements un jour spécifiques biologiques si ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des thérapies psychosociales tout à fait efficaces et tout à fait accessibles. Et ensuite, il y a Vivi qui nous dit: pourriez-vous faire en sorte que nous puissions être en réseau par pathologie? J'ai besoin de poser des questions à d'autres personnes comme moi. Est-ce que vous avouez votre maladie autour de vous? Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas fait ce travail qui consiste à vous offrir un Zoom, par exemple, ou une plateforme pour que vous puissiez vous réunir. C'est une bonne idée. Donc, on peut essayer de voir si on peut organiser ça. Et donc, recontactez-nous si vous voulez nous aider à organiser ça. On est tout prêt à essayer d'y réfléchir. Et on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas très nombreux, et donc on peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. Mais bien sûr, c'est une très bonne idée, ça, c'est vrai, d'avoir un espace peut-être sur le site. Oui, on va réfléchir à ça. Bon, il est 15h04, il faut qu'on refasse le même exercice pour l'autre partie de la cohorte dans 5 minutes. Donc, on va vous remercier pour toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup. On vous laisse faire de la publicité auprès des personnes que vous connaissez qui n'auraient pas pu se joindre à ce Psycho BP Live. On le refera si vous êtes content et intéressé, parce qu'on a beaucoup d'autres résultats à vous montrer. Puis je pense que c'est vraiment important que vous soyez associés donc aux résultats de ces recherches. Il faudra que vous nous disiez si vous préférez qu'on fasse ça comme ça en distanciel et par voie numérique, ou bien si vous voulez qu'on réessaye de le faire en présentiel. Moi, je pensais que c'était plus facile de cette manière-là et que ça nous permettrait peut-être de le faire plus souvent. Donc, envoyez-nous des petits messages pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, il y a plein de messages, là, je vois que tout le monde répond. Donc, on est vraiment à votre disposition. On est très heureux que vous participiez à cette recherche. J'espère qu'on vous aura convaincu que c'est important d'y participer et de continuer à y participer. Et on vous remercie d'avoir été si nombreux. Merci à Ophélia, merci à Stéphane, merci à Hakim Lawamri, qui est notre directeur informatique et qui nous a aidé à organiser cette session. Et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.